Bonjour et bienvenue sur Conversation secrète, le podcast. Aujourd'hui, nous traversons les Pyrénées pour voir si des fois l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Pour m'accompagner dans ce périple, mon voisin de podcast, mon acolyte, Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour Yann. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Es mi proyecto de vida. Rodrigo Sorogoyen. À l'évocation de son nom, un petit frisson parcourt notre échine tant le cinéaste espagnol maîtrise l'art de la tension et du suspense. En 4 longs métrages et à peine 40 ans, il aura bâti une filmographie implacable et même si les sujets de ses œuvres nous apparaissent bien différents, il y a aujourd'hui une marque et une patte sorogoyenne, considérée pour beaucoup comme l'étoile montante espagnole. Enquête policière dans les rues de Madrid pour Que Dios no perdone, corruption dans le milieu politique dans El Reino, drame familial pour Madre, et enfin donc conflit de voisinage en milieu rural pour Asbestas, le film qui va nous intéresser aujourd'hui. Direction donc les montagnes de Galice, pour Antoine et Olga, couple de Français, interprétés par Marina Foïs et Denis Ménochet, qui décident de s'installer dans un petit village reculé de ce territoire à l'apparence idyllique pour y monter un projet de permaculture. Persuadés du potentiel des lieux, ces néo-ruraux vont pourtant devoir affronter la défiance de leurs plus proches voisins. C'est une entreprise d'éoliennes qui va mettre le feu aux poudres. Si la majorité des locaux y voient la possibilité de vendre les terres pour quitter une vie de labeur, Olga et Antoine y voient l'abandon de leur idéal. Cette différence de point de vue va cristalliser les tensions et donner au film des allures de thriller social et sociétal. Est-ce que tu es d'accord, Ismaël, avec cette petite introduction et notamment dans sa conclusion, Asbestas n'est pas seulement un thriller, n'est pas que un thriller, mais aussi et surtout un film social, un drame social. Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé ton introduction en évoquant les Pyrénées. Ça m'a évoqué la citation de Pascal qui dit « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». C'était une façon de montrer la relativité de la vérité selon le point de vue qu'on prend. Et je trouve que si la citation de Pascal a une portée universelle, elle s'applique particulièrement à ce film Asbestas, puisque, tu l'as dit, il y a une dimension sociale, mais même presque géopolitique. On sait le tropisme de Sorogoyen pour la France, puisqu'avec Madre, son précédent film, il a tourné dans les Landes en France. Là, il prend ce couple français, comme tu le qualifiais bien de néo-ruraux, pour montrer finalement, pour symboliser finalement la classe des sachants, des everywhere, mondialisés d'une certaine façon, qui ont un parcours universitaire, comme c'est le cas du personnage de Denis Ménochet, qui ont un savoir qui leur permet d'entreprendre des projets, de construire, même dans les milieux les plus arides, les plus difficiles, comme c'est le cas pour la Galice, ici. Et c'est très intéressant que Sorogoyen prenne des Français qui sont le type même souvent dans le cliché qu'on applique aux Français, c'est cette arrogance de tout savoir, de montrer aux locaux même ce qu'ils doivent faire pour leur pays, et cette affaire des éoliennes est le cas même. Tu dis que la majorité du village est pour. Ce n'est pas tout à fait clair dans le film, puisque le film commence par une longue discussion qui peut évoquer à certains égards la longue discussion de la taverne dans Inglourious Basterds, dans lequel joue d'ailleurs Denis Ménochet, mais pas dans cette scène de la taverne. Une longue discussion de taverne où la tension monte peu à peu, où le spectateur comprend petit à petit les enjeux, mais sans tout de suite la force, la violence latente de l'enjeu qui est mis sur la table. Et c'est une scène qui est à la fois intrigante et très prenante. Donc oui, il y a la mise en scène de ces conflits sociaux, puisque finalement ce couple de Français sera mis en face de 2 frères, des autochtones, qui vivent depuis tout le temps dans ce village et qui eux n'ont pas eu accès aux études et qui ont accès à un autre type d'intelligence, une intelligence qui a rapport avec la nature, avec entre guillemets la bestialité, puisque le titre
évoque cette dimension, mais qui n'est pas une intelligence inférieure, disons. Bien que on pourrait voir une sorte d'idiotie dans un des deux frères, mais c'est des intelligences, disons, opposées, et qui sont amenées à se combattre. Oui, pour recontextualiser un peu et pour expliciter un peu plus le propos de l'introduction, on est dans un tout petit village, le territoire est morcelé et les terres appartiennent à différents propriétaires. Une entreprise d'éoliennes propose de racheter toutes ces terres-là. L'attention va être cristallisée sur la vente ou non des terres, puisque l'entreprise d'éoliennes, ça va être tout ou rien. On rachète toutes les terres ou aucune, ce qui fait que certains vont être dans l'attente du potentiel magot, tandis que d'autres vont le refuser. Je crois que la propension est dite à un moment donné, s'ils sont 8 propriétaires, il y en a 3 qui sont contre, dont le couple de Français, et 5 qui seraient pour. Et Chan, interprété brillamment par Louis Zahera, qui est l'un des 2 frères, va dire que les 2 qui sont contre, les 2 autochtones qui sont contre, auront été manipulés par l'intelligence, parce que ça, on entend souvent ça d'ailleurs, de l'intelligence du personnage d'Antoine, de Denis Ménochet, face aux autochtones, par exemple des flics de la Guardia Civile, va dire non mais attendez, vous manipulez ces gens-là, à un moment donné il va être question de ça. Et en tout cas, on arrive aussi à une situation de violence, parce que le film est très violent, parce que le dialogue ne suffit plus. Et si on veut reprendre encore une fois le titre Asbestas, les bêtes ne dialoguent pas. Ce que nous montre également Sorogoyen, au-delà de ce drame social et de la question sociétale, c'est qu'est-ce qu'il advient quand le dialogue n'est plus possible. Et là, dans cette espèce de huis clos encastré dans les montagnes, c'est ce qui va nous montrer un peu cette violence. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus discuter? Il y a un passage central au film qui est un plan séquence de discussion entre les 2 frères et le personnage d'Antoine, de Denis Ménochet, où là on comprend que tout dialogue n'est plus possible et que tout est rompu. Et que reste-t-il quand le dialogue ne suffit pas? C'est la question que pose Sorogoyen. C'est vrai, mais avant d'en arriver là, effectivement, il y a une description assez subtile quand même des impasses dans lesquelles les 2 parties, donc d'un côté les 2 frères et leur mère, hein, qui jouera un rôle important dans la seconde partie, qui sont originaires du village, et Marina Foïs et Denis Ménochet, ces 2 parties qui s'affrontent. Il y a une description très fine parce que Sorogoyen montre l'aporie finalement de la position de Denis Ménochet. C'est que d'un côté, lui il vient là pour restaurer des maisons, finalement revitaliser la Galice, hein, qui est une zone à peu près sous-peuplée et pas touristique, pas très touristique de l'Espagne, en faisant des maisons d'hôtes, des gîtes, faisant de la permaculture. Mais de l'autre côté, il voudrait aussi que ce pays-là garde une beauté que viendrait compromettre ces éoliennes, aux dépens finalement de la richesse qui viendrait aux familles, comme tu l'as bien dit, originaires, qui viendrait aux familles originaires de ce village s'ils acceptaient de vendre les terres. Donc c'est vraiment un conflit, qui dit quelque chose sur l'expropriation finalement ressentie en tout cas par une certaine catégorie de la population de leur pays par une modernité sans pouvoir participer à la valorisation de ça. C'est-à-dire non seulement ils ont l'impression qu'on leur prend leurs terres, sans doute à tort, puisque Denis Ménochet n'a pas envie de prendre les terres des gens et tout ça, mais en plus ils ne peuvent pas bénéficier de cette modernisation. Donc ils n'arrivent pas finalement à monnayer leur ancrage territorial. Ils se sentent expropriés, même symboliquement. Et je trouve que c'est très actuel, c'est très fort. Il y avait un autre film qui est sorti il y a quelque temps, je crois que c'est en 2019, qui était très beau, qui était à Cannes aussi, une sélection, un certain regard, qui se passait pratiquement dans la même région, en Galice, et c'était Viendra le feu d'Oliver Lache, et ça racontait l'histoire d'un homme qui avait une 40aine d'années et qui vivait seul avec sa mère en Galice dans une vieille maison et qui voyait les touristes arriver, la forêt qui commençait à être coupée, son pays changer, et qui plutôt
et sans que lui il participe à ce changement, et plutôt que de laisser son pays changer, décider d'y mettre le feu et d'incendier son propre pays en pyromane, plutôt que de le laisser devenir autre chose que ce qu'était son enfance et ce que sa mère lui a transmis. Il y a quelque chose de ça dans Asbestas. Alors le film d'Oliver Lache est très différent parce que c'est pas du tout un thriller, c'est un film très très beau, un film plutôt énigmatique, mais le thème est très similaire d'une certaine façon, et on pourrait voir d'une certaine façon dans le couple constitué par Ménochet et Marina Foïs des macronistes qui s'adaptent à tout, qui sont cultivés, et face à des gens qui sont face à des gens déraisonnables, comme on dit, hein. Souvent il y a ça dans les figures politiques actuelles, il y a les gens raisonnables et les gens déraisonnables, et il y a ce combat là dans ce film Asbestas. Oui, et le personnage de Marina Foïs, Olga, va mettre en garde son mari en lui disant fais attention parce que eux ils n'ont rien à perdre. Et c'est là aussi où va être le point d'accroche, c'est que les deux frères Jan et Lorenzo sont nés là et ont été en quelque sorte prisonniers de ce territoire peu à peu paupérisé. Le couple de Français va les mettre face à leur propre défaite, c'est-à-dire que ce territoire-là, petit à petit, s'est dépeuplé, et eux-mêmes n'ont pas été capables d'y voir la beauté qu'y voit le couple de Français. Quand le couple de Français au marché, on dit les meilleures tomates, ce sont celles des Français, parce que les Galiciens ne sont pas capables de faire des bonnes tomates. Il y a que les Français nouvellement installés qui sont capables de faire des bonnes tomates, donc on va leur acheter à eux et pas aux autres. Et leur violence, leur mesquinerie est due aussi au fait que ils n'ont rien à perdre, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont cette terre-là qu'on leur refuse même de quitter. Ils ne sont plus libres. C'est des personnages qui n'ont jamais été libres, et à un moment donné, ça va être explicité par Jan, le plus intelligent entre guillemets des deux frères. C'est-à-dire que le personnage d'Antoine, Denis Ménochet, il est libre, il a fait des choix. Il a eu le choix de s'installer ici, il aurait pu s'installer ailleurs. Il a une liberté. Ces personnages-là n'ont plus aucune liberté, ils sont prisonniers de ce territoire qu'ils aimeraient abandonner pour vivre une autre vie, et ils n'ont jamais eu la possibilité, avant que l'entreprise d'éoliennes n'arrive pour leur proposer un meilleur futur, ils n'ont jamais eu d'autre futur que celui dans lequel ils sont. C'est ça. Et à l'heure où une possibilité d'évasion de leur village natal s'esquisse, il y a un Français et sa femme qui leur dit mais non, ça va gâcher le territoire, vous n'aurez pas cette prime. D'où leur amertume. Exactement. Ce n'est pas qu'ils sont... Alors il y a ce qu'ils ont, ces deux frères, et c'est très bien montré dans le film à plusieurs reprises. C'est pas du tout qu'ils sont bestialisés eux-mêmes, bien que le spectateur se fera son jugement. Mais c'est qu'ils ont une connaissance de la nature et du monde animal qui est d'un autre ordre, qui n'est pas scientifique, qui est d'un autre ordre que celle de Ménochet. Il y aurait toute parfois ces connaissances se recoupent quand il est question de plomb dans les tomates ou des choses comme ça. Ils savent les mêmes choses, et parfois ces connaissances ne se recoupent pas quand il s'agit d'appeler un chien et que le chien obéisse et que il obéit à un et pas à l'autre. Enfin, il y a beaucoup de scènes comme ça où ça serait intéressant de reprendre dans le film tous les rapports à la nature et voir la différence de rapport que Ménochet et les deux frères ont à la nature. Par ailleurs, c'est ça qui est bien dans le film de Sorogoyen, je pense, c'est qu'il met quand même en scène, si le film se place quand même, il faut le dire finalement, et on en parlera lors de la deuxième partie, du côté des Français, il montre quand même la violence latente de la position prise par Ménochet, notamment dans sa façon de refuser toute confiance à la fin, parce que c'est l'histoire d'une confiance impossible entre la répétition d'une lutte entre des personnes d'un monde différent avec un terrain commun impossible à inventer, et Denis Ménochet filmera systématiquement ces conversations avec ses deux frères pour documenter. Il sera obsédé par ça, se refusant
se refusant lui, en homme civilisé, l'accès à la violence, il tombe dans une sorte de rumination un peu obsessive qui inquiète d'ailleurs à un moment sa femme, qui lui dit mais c'est pas très bien ce que tu fais non plus pour. Donc toute cette description là est assez fine, je trouve, assez intéressante, et elle change un peu. Je pense que le film va être un moment forcément comparé à, je sais pas, à Délivrance ou au Chien de paille ou à d'autres films qui ont exploré, etc. Mais je trouve que Sorogoyen apporte une patte bien particulière et très actuelle. Sorogoyen a l'habitude de nous surprendre dans ses films et de changer de tonalité au cours de ses longs métrages. C'était le cas dans Madré, assez rapidement d'ailleurs. Ça a été le cas dans El Reino, qui passe de thriller politique à véritable survival. Ça va être le cas une nouvelle fois pour Asbestas. Si on veut aller plus loin dans l'analyse, il va falloir divulgacher, spoiler un peu et raconter quelques intrigues. Donc pour les auditeurs qui n'auraient pas vu encore le film, ce qu'on vous propose, c'est de couper l'émission et puis de la réécouter à ce niveau-là quand vous aurez vu ce très bon film de Sorogoyen, Asbestas. Qu'est-ce que t'en penses? On fait comme ça, Ismaël? Ah oui, c'est mieux. Donc, coupez maintenant et nous allons nous poursuivre sur la seconde partie. Et à bientôt. Donc, dès que vous aurez vu le film, on vous retrouve. Nous y voilà donc. Je pense que ça, c'est le troisième, c'est au troisième quart du film à peu près. Ouais. Il faut le dire, le personnage de Denis Ménochet, Antoine, va être exécuté, tué par une scène assez magistrale d'ailleurs, par les deux frères. Et le film va donc était presque un film masculin sur sa première partie, et va être un film beaucoup plus féminin. D'ailleurs la caméra va un peu changer, la manière de filmer sur cette deuxième partie va un peu changer de la part de Sorogoyen, où sur la première partie on était plus terrien, il y avait beaucoup de plans séquences sur la partie qu'on va qualifier de masculine. Sa manière de filmer va être un peu plus aérienne sur la seconde, où on va s'attacher à suivre le personnage en deuil de Olga, interprété donc par, je l'ai déjà dit, Marina Foïs. Oui, c'est vrai, c'est très étonnant et c'est un geste très fort qui fait pivoter le film vers sa face effectivement féminine, puisque le film est plutôt masculin dans sa première partie, puis après les enjeux évoluent à la faveur, si je puis dire, mais de la mort du personnage de Denis Ménochet, qui est tué d'une façon qui traditionnelle, j'allais dire. Parce que le film commence en vérité par une séance de dressage ou de capture d'un cheval sauvage, qui doit être une pratique, je sais pas, je me suis pas renseigné, mais traditionnelle en Galice. En fait, il scalpe sa crinière. Sa crinière, voilà. Donc c'est une façon de capturer le cheval à main nue, qui doit être donc traditionnel en Galice, et cette méthode, les deux frères en question galiciens sont évidemment initiés à cette méthode et l'appliquent au moment de tuer Denis Ménochet à Denis Ménochet même. Il le tue donc comme un cheval sauvage, c'est-à-dire, ce qui est très intéressant, et je veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais à partir du moment où on dit qu'on veut pas faire de la psychanalyse de comptoir, on s'apprête à en faire, c'est la prétérition. Mais ces deux frères n'ont pas de père dans le film, et ils vivent seuls chez leur mère. On y reviendra parce que je pense que c'est l'occasion d'une scène décisive dans le film, la rencontre entre leur mère et Marina Foïs. Mais ils sont sans père, sans boussole, perdus dans leur propre village d'une certaine façon, sans savoir, comme on l'a dit, et l'irruption de ce père
qu'est Denis Ménochet, qui n'est pas le leur, c'est ça le scandale pour eux. Et en tuant Denis Ménochet, il tue une figure du savoir, quoi, du savoir de quelqu'un qui pourrait devenir finalement. D'ailleurs, il y a certains membres du village qui sont son ami, qui l'écoutent, qui l'admirent, quelqu'un d'extrêmement responsable, qui gère son argent, qui pourrait devenir le maire du village d'une certaine façon. Et il tue une figure patriarcale. Donc, en fait, il y a ce conflit social, cette lutte sociale, mais il y a aussi, et c'est là tout l'intérêt de la deuxième partie, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Et si il tue Denis Ménochet, c'est aussi, et c'est la force du scénario, pour des raisons qui leur sont propres à eux. Hein, je pense que ça, c'est très intéressant de le voir dans cette seconde partie. Oui, et cette seconde partie qui va mettre en lumière donc le personnage d'Olga, puisque le corps de Denis Ménochet va être, enfin d'Antoine, le personnage de Denis Ménochet va être abandonné en forêt. On va voir que le personnage de Marina Foïs, depuis des mois, recherche trace de son mari. Elle n'est pas dupe des coupables de sa disparition, mais s'évertue tous les jours, quotidiennement, à arpenter les bois alentours pour retrouver le corps de son défunt mari. Ouais, c'est ça. Et c'est une lutte face aux éléments, face à la Guardia Civile, puisqu'elle est là à vivre à côté des meurtriers de son mari, sachant ça, mais elle fait preuve d'une force de caractère bouleversante dans sa recherche et dans sa quête, si ce n'est de vérité, tout du moins de son mari et du corps de son mari. Ils ont d'une certaine façon, fait un rêve, voulu accomplir ce rêve, être comme des dieux dans un pays nouveau. C'est un couple intelligent. Elle, et c'est très chouette parce que dans cette deuxième partie arrive un nouveau personnage, c'est la fille de Denis Ménochet et de Marina Foïs, qui donne une perspective sur ce couple, et qui, la fille dit à sa mère à un moment, c'était un couple qui, on sentait, qui se respectaient les uns l'un et l'autre, mais quand même la fille dit, mais finalement t'as toujours fait ce que papa te disait de faire, enfin, t'as quand même vécu dans l'ombre de cette figure. Donc on découvre finalement un nouveau personnage en Marina Foïs, quelqu'un effectivement d'opiniâtre, qui cherche à ne pas lâcher, qui veut absolument retrouver le corps de son mari, pour justement qu'il ne devienne pas qu'une idée, mais qu'il soit à nouveau un être humain, qu'il ne soit pas... Et elle, finalement, consent. Moi, je vois la dernière partie comme ça, c'est que elle fait un pas vers finalement ce qui est de l'ordre de l'instinct, de l'animalité, mais en même temps, le parti opposé, donc c'est-à-dire les deux frères et leur mère, vont être obligés aussi de comprendre que eux, ils sont inscrits dans une loi et qu'ils ne sont pas des animaux en fait, qu'on peut pas vivre en animal. Il y a des lois. Et c'est justement ce qu'ils cherchaient d'une certaine façon, ces deux frères, ils cherchaient une loi qui puisse les sauver, et finalement, ils trouvent une loi qui les condamne à la fin. Mais elle aussi fait un pas vers cette mère, et je trouve la scène de Marina Foïs qui va voir la mère, qui comprend que c'est cette mère-là qui a gardé ses deux fils dans ce village-là, qui a gardé ses deux fils dans cette ferme à faire des travaux de ferme, sans les livrer au monde, pour pas qu'elle soit seule elle lui dit, vous allez tout perdre, comme moi, vous allez tout perdre. Parce que vous êtes dans une logique qui n'est pas une logique de liberté, mais on voit cette scène très belle où Marina Foïs est au marché en train de vendre ses tomates, et elle voit un moment, alors qu'elle a toujours pas retrouvé son mari, cette mère et son fils rire, profiter de la vie, alors qu'elle sait pertinemment que eux les assassins. Et vraiment, il y a des moments déchirants dans ce film, je trouve, qui est vraiment très très bien écrit. Je sais pas si la mise en scène elle-même est brillante, mais en tout cas est novatrice. Elle s'inscrit dans une lignée qui pourrait être celle d'un Fincher, mais je trouve en moins peut-être intéressante en termes de mise en scène, mais par contre en termes de scénario, je trouve très beau. On peut saluer du coup le travail d'Isabelle Peña, qui est la co-scénariste de tous les films de Sorogoyen,
Je crois qu'il travaille vraiment beaucoup en duo sur les scénarios. Et pour revenir à la scène dont tu parlais, de rencontre entre le personnage de la mère, de la matriarche et de Marina Foïs, il y a quelque chose d'intéressant aussi, puisque le personnage de Marina Foïs va faire un pas, ce que n'avait jamais fait Antoine Denis Ménochet, faire un pas vers la compréhension de cette mère, et va lui dire maintenant on est toutes les deux voisines, et elle va surtout conclure par quelque chose: si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle enterre la hache de guerre en disant maintenant on est toutes les deux, les mâles ne sont plus là, il va falloir se comprendre. La guerre est finie. En tout cas, puisque la guerre est finie, tout le monde est mort, tout le monde est exempt, et il faut maintenant renouer le dialogue. Oui, il y a quelque chose donc certains parlent de western, mais bon, du fait que ça soit dans un pays européen, je dirais, il y a quelque chose de la tragédie grecque qui est à la fois très fort et très émouvant. Il arrive, Sorogoyen a capté quelque chose de l'actualité, on l'a dit dans la première partie, quelque chose du monde tel qu'on le vit actuellement en termes politiques et social. Il arrive également à capter quelque chose d'ancestral, je dirais presque, quelque chose d'un sentiment et qui date de toujours, quoi. C'était Conversation secrète, le podcast Conversation secrète au pluriel. Vous pouvez taper ça sur votre moteur de recherche, sur Spotify, sur YouTube et j'en passe pour nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous mettre plein d'étoiles sur les différents agrégateurs de contenu. Ismaël, on se revoit très bientôt pour une nouvelle émission. J'espère en tout cas que tu n'as pas de problème de voisinage. Non, pas en ce moment. Et quand j'en ai, je fais en sorte que ça soit vite réglé. Je peux te dire. Fait peur ça. Mais c'est pas comme tu penses. Moi, je règle les problèmes de façon kantienne. Tu sais que Kant, quand il a eu un problème, parce qu'il avait un voisin qui avait un coq qui faisait que de chanter, je crois. Il a demandé à racheter le coq, racheter la maison, racheter le village, et finalement, le voisin voulait garder son coq. C'est un peu comme... Enfin, il y a une histoire en France aussi comme ça. Et Kant, je crois, a fini par déménager, du coup. Donc moi, c'est ma méthode. Enfin, quand j'ai un problème, je déménage. C'est peut-être le plus simple. Mais on peut déménager tous les deux en Galice si tu veux lever des brebis. On peut faire des podcasts. Ouais, Galice partout, justice nulle part. Oui, que fait la Galice? Bon, trêve de plaisanterie. On partira sur À bout de course. C'est ça, c'est ça. Le prochain À film. bout de course de Sidney Lumet, un film de 1988. Avec River Phoenix, un film magnifique. J'ai hâte d'en parler avec toi. Et bon, c'est une très belle perspective. On se retrouve dans une petite quinzaine de jours alors. Salut Ismaël. Salut Yann.